Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors, seule, elle pleure, elle a honte d'être tombée amoureuse d'un étranger. Elle se sent prête à succomber à sa passion et à s'opposer à son propre père. Mais si elle fait ça, elle va tout perdre, sa famille, son statut, sa patrie. Et si elle aide Jason à s'emparer de la toison, elle va trahir sa famille et son peuple. Elle sera bannie, ce qui pour une femme est pire que la mort. Mais elle ne peut pas non plus rester sans rien faire, en songeant au danger que va courir Jason. Si elle ne l'aide pas, il va succomber sous les sabots des taureaux, il sera carbonisé par leur haleine, il sera certainement massacré par les guerriers nés des dents du dragon. Bref, c'est un fameux dilemme digne des Grecs, quoi. Et pendant un instant, forcément, elle songe à se suicider. Alors elle prend une cassette contenant des herbes meurtrières. Une cassette, c'est une petite boîte, bien sûr. Puis s'assoit en tenant toujours le coffret dans ses mains. Elle pense à tous les bonheurs de la vie, à toutes les choses délicieuses qui existent dans le monde. Oui, c'est vrai, pense-t-elle, la vie vaut mieux que la mort. Et maintenant, sa vie, c'est Jason. Elle retrouve son sang-froid, repose la cassette et se résout à employer tout son pouvoir pour aider l'homme qu'elle aime. Elle possède un onguent magique qui rend invulnérable pour la journée celui qui s'en enduit tout le corps. La plante dont il provient avait jailli à l'endroit où le sang de Prométhée s'était pour la première fois répandu sur la terre. Elle le sort de l'une de ses boîtes et s'en va trouver son neveu, un petit garçon que Jason avait sauvé il y a quelques années. Elle souhaite qu'il aille dire à Jason qu'il vienne aussitôt la rejoindre. Mais elle ne sait pas que le garçon est déjà allé de lui-même au bateau pour proposer son aide aux Argonautes. Vous avez toujours ça dans ces histoires, ils vont jamais discuter l'un avec l'autre, il y a toujours un médiateur dans les petites histoires, c'est assez marrant. Et pendant ce temps donc, les héros tiennent conseil, chacun supplie Jason de le laisser aller à sa place, parce que c'est des héros quand même, mais rien n'y fait, il veut affronter seul les dangers que lui impose Éthès. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le neveu de Médée qui leur révèle le pouvoir magique de Médée. Et je cite, « Il n'y a rien qui lui soit impossible. Elle peut arrêter la course des étoiles et même celle de la lune. » Et si on parvenait à la persuader de leur venir en aide, elle aiderait Jason à vaincre les taureaux et les hommes dragons. Il répète le message que lui a transmis sa tante et lui dit qu'elle l'attend sans délai au palais dans un lieu secret qu'elle lui indiquera. Ce plan semble être le seul à offrir quelque espoir quand même, et tous supplient Jason de retourner au palais pour tenter de convaincre Médée. Mais il ignore ce qu'a fait le dieu de l'amour. Jason quitte aussitôt le navire, Héra l'enveloppe d'un halo lumineux qui émerveille tous ceux qui le voient passer, évidemment. Quand il se trouve en tête-à-tête avec Médée, la princesse est tellement émue qu'elle est incapable de prononcer une parole ou d'esquisser un seul geste. Donc c'est Jason qui parle le premier, il l'implore de lui venir en aide, elle reste muette, tourmentée par une foule d'émotions qui se bousculent dans son cœur et dans son esprit, mais elle lui tend l'onguent. Tous les deux, décontenancés, ne savent pas quoi dire, ils fixent le sol, puis se jettent des regards et des sourires forcément amoureux. Enfin, Médée réussit à parler, elle lui explique comment employer l'onguent, d'abord sur lui-même, puis sur ses armes, qui deviendraient elles aussi invincibles s'il les aspergeait. Et il se trouve assailli par un trop grand nombre... s'il se trouve assailli par un trop grand nombre d'hommes-dragons, il devra lancer une pierre dans leur rang, ils se retourneront aussitôt les uns contre les autres et s'entretueront jusqu'au dernier. Je cite, « Maintenant il faut que je rentre au palais, mais lorsque tu seras revenu sain et sauf à ta demeure, souviens-toi de Médée comme elle se souviendra de toi à jamais. » Et il répond avec passion, « 2 jours et 2 nuits, toujours je me souviendrai de toi. Et si jamais tu viens en Grèce, tu y seras vénéré pour tout ce que tu as fait pour nous, et la mort seule pourra nous séparer. » Il repart aussitôt vers le navire pour envoyer 2 de ses compagnons auprès du roi pour réclamer les dents de dragon et pour s'enduire le corps de l'onguent. À peine s'est-il recouvert qu'aussitôt un pouvoir terrible, irrésistible le pénètre et tous les héros exultent. Médée de son côté pleure sa trahison envers son père dans sa chambre. C'est une véritable tragédie grecque. La nuit s'achève et l'aube se lève. Au petit matin, tous les habitants de Colchide se rassemblent dans le champ sacré de Mars, parce qu'en plus ils vont le voir, ils vont le regarder, et ils prennent place sur les hauteurs qu'ils dominent. Tous ont hâte de voir Jason défier les taureaux cracheurs de feu et, évidemment, les terribles hommes-dragons. Le roi paraît, entouré de sa cour, vêtu de pourpre, tenant son sceptre d'ivoire.
Les Argonautes ont passé une nuit plutôt tranquille, assurés de la victoire grâce au secours de Médée. Mais quand ils arrivent au champ où les attendent le roi et ses sujets, et lorsqu'ils voient s'élancer les bêtes monstrueuses, la terreur, d'un coup, les envahit. Mais Jason, animé d'une force surhumaine, supporte l'assaut de ces terrifiantes créatures comme le rocher qui résiste à l'assaut des vagues. Il force d'abord l'un puis l'autre à plier les genoux. Il fixe le joug sur leur nuque, tandis que tout le monde autour de lui s'émerveille de cette prouesse. Pesant de toutes ses forces sur la charrue, il oblige les monstrueuses bêtes à labourer le champ. Puis, d'un casque en airain, il sort les dents du dragon et les jette dans les sillons. Selon Apollonios de Rhodes, il s'agit de dents du dragon tué par Cadmos qui auraient été partagées en fait par Athéna et Arès et que le dieu de la guerre aurait ensuite offertes au roi Étès. Aussitôt qu'il a fait ça, des guerriers en armure et d'une puissance forcément surhumaine surgissent de terre et se jettent de concert sur Jason. Mais le héros se souvient des conseils de Médée, il jette une pierre au milieu des guerriers qui se retournent aussitôt les uns contre les autres, ils s'entretuent joyeusement et leurs cadavres gisent rapidement au sol tandis que les sillons se gorgent de leur sang. On se croirait avec la Marseillaise. Jason a réussi au grand désarroi d'Étès qui bouillonne de rage et de dépit. Furieux, le roi revient dans son palais en ruminant de nouvelles traîtrises à l'encontre des héros et en se jurant que jamais, au grand jamais, ils n'auront la toison d'or. Sauf que le temps presse, Jason doit absolument s'emparer de la toison avant qu'Étès ne lance ses troupes à ses trousses. Héra inspire à Médée le désir irrépressible de fuir avec les Argonautes. La nuit venue, elle quitte furtivement le palais et court tout au long d'un sentier obscur, forcément jusqu'au vaisseau où les héros fêtent leur victoire. À peine montée à bord, elle se jette aux pieds de Jason et le supplie de l'emmener. Et elle les avertit qu'ils doivent tout de suite s'emparer de la toison d'or, puis appareiller en toute hâte, parce que sinon ils seront tous tués par les hommes de son père. La toison est placée sous la garde d'un monstrueux serpent, mais pas d'inquiétude, elle va l'endormir grâce à un chant magique. Jason la relève avec douceur, l'embrasse et fait la promesse devant tous ses compagnons qu'une fois de retour en Grèce, il l'épousera. Et ils n'ont pas de temps à perdre. Elle les guide le long du Phase, c'est le fleuve qui arrose la Colchide, sur la rive droite du pont Euxin, et les conduit jusqu'au bosquet sacré. Jason jubile, elle est là, la toison d'or, devant lui, suspendue à un hêtre, mais lui aussi est là, le terrible serpent, et il se prépare à attaquer les intrus. C'est en fait un dragon terrifiant qui ne dort jamais, armé d'une aigrette, d'une triple langue fourchue et de dents recourbées. Mais Médée l'approche sans trembler et l'endort en chantant une mélodie douce et magique. Jason peut donc sans crainte décrocher la merveille dorée. Ovide, lui, affirme que c'est Jason lui-même qui, je cite, répand sur lui des sucs soporifiques et il prononce 3 fois les paroles qui produisent le sommeil, apaisent la mer en colère et arrêtent dans leur cours les fleuves rapides. Un sommeil inconnu se glisse dans les yeux du monstre et le héros s'empare de la toison d'or. Que ce soit elle ou lui, quoi qu'il en soit, il est enfin maître de la précieuse toison. Tous repartent rapidement au navire parce que l'aube se lève déjà. Les plus vigoureux se mettent aux avirons, rament de toute leur force, ils descendent rapidement la rivière jusqu'à la mer, mais Étès a appris la trahison de Médée et que les Argonautes ont dérobé la toison d'or. Il entre alors dans une terrible colère. Il envoie sur le champ son fils Absyrtos à la poursuite des héros. Ils ont des noms de Golgoth dans Goldorak. Pardon pour la parenthèse qui ne parlera qu'au plus vieux d'entre nous. Donc il lance tous ces gens-là à la poursuite des héros avec une armée si nombreuse qu'il est convaincu qu'ils ne pourront lui échapper. Mais encore une fois, les Argonautes peuvent compter sur l'aide de Médée. Elle conçoit un plan diabolique, évidemment effroyable. Elle envoie un message à son frère en feignant de se repentir de sa trahison et lui donne rendez-vous la nuit suivante dans un lieu secret. Elle lui promet qu'elle sera là, avec la toison d'or en plus, et qu'elle rentrera avec lui au palais. Alors, pourquoi le prince douterait-il des paroles de sa sœur ? Confiant, il se rend à l'endroit convenu, mais il n'a pas le temps évidemment de comprendre la trahison de Médée. Jason sort aussitôt de l'ombre et lui tranche la gorge. Du sang gicle sur la robe de Médée, une tache qu'elle n'arrivera jamais à effacer. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.